Faite de couleurs et de lumière, la Colombie se devine comme un territoire de promesses et d'aventures. Souvent identifiée à ses guérillas interminables et son trafic de drogue, elle est surtout le pays de tous les contrastes, qu'ils soient de coutumes, de relief, comme de population. Au cœur de cette Colombie des contraires, comme noyés dans la masse, vivent plus d'1 300 000 indigènes répartis en 107 ethnies. Population historique, ils sont les premières victimes du mode de vie hispanique et représentent la face invisible de la Colombie. Implantés plus de 20 000 ans avant notre ère, les Amérindiens du territoire colombien sont arrivés par l'Est et les Caraïbes. Petit à petit, cette zone devient habitée par une multitude de groupes d'individus, trop au sud pour dépendre des Aztèques ou des Mayas, et trop au nord pour dépendre des Incas, évoluant ainsi sans influence impériale. L'état actuel des recherches archéologiques démontre que les indigènes de Colombie sont les descendants de 10 grandes familles d'ethnies avec des pratiques et modes de vie distincts. Parmi elles, il y a les plus anciennes comme les Tolima et Calima en 2000 avant notre ère. Puis, les San Agustín, venant du Mexique, et les Tierra Adentro, ancêtres des Nazas actuels. Plus récemment, il y a l'installation des Tairona, ancêtres des Chibchas en 200, des Nariño en 400, dont la culture est proche de celle des Incas, mais aussi des Muiscas en 600. Puis, la colonisation espagnole arriva en 1498, avec son lot de conséquences innommables pour les Amérindiens et le territoire colombien, à savoir l'esclavagisme, le processus de métissage, la christianisation forcée ou encore la chosification des indigènes. Il faudra attendre les révolutions d'Amérique du Nord et française pour voir apparaître les révoltes colombiennes, l'indépendance de 1821 et la Grande Colombie de Simon Bolivar. Depuis, et malgré l'émancipation populaire, les indigènes ne cessent d'être la cible régulière de persécutions, en lien notamment avec la richesse de leurs terres. Leur histoire est celle de ce combat mené sans relâche pour obtenir la reconnaissance de leur particularisme. La Constitution de 1991 est le témoignage le plus important des droits obtenus, inspirant même l'adoption en 2007 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'État est désormais appelé à reconnaître et protéger la diversité ethnique et culturelle. Et pourtant, chaque année, des centaines d'indigènes meurent toujours à cause de conflits internes, justifiant ainsi la poursuite du combat pour la survie et la renaissance de leurs identités. Aïda Quilcue Bibas, sénatrice indigène, est celle qui définit probablement le mieux la situation colombienne. Être indigène en Colombie signifie aujourd'hui, premièrement, conserver les pratiques culturelles, conserver la tradition, conserver notre origine. Pour les communautés qui conservent leur authenticité dans le territoire. Mais pour les communautés qui ont subi une transformation idéologique, religieuse, politique, cela signifie que nous devons conserver et renforcer ce que nous avons, mais aussi sauver beaucoup de traditions perdues, en particulier chez les jeunes, chez les enfants, y compris la langue. Donc, être indigène, comme l'a dit la Cour constitutionnelle, nous sommes dans un processus d'extermination physique et culturelle. Cela signifie que si nous ne prenons pas de mesures depuis les communautés et n'exigeons pas de l'État qu'il le fasse, beaucoup de communautés peuvent disparaître, en particulier en Colombie. Nous retrouvons José, à 1 heure de Bogota. Avec certains de son ethnie Muisca,
Ils tentent de créer une communauté traditionnelle. Je m'appelle José Pereira. J'appartiens à la communauté Muisca de Cota, qui appartient aussi aux hautes plaines de Cutiboyacense de ce pays. À l'époque de la colonisation, la capitale s'est construite à proximité et les Muiscas ont donc tout perdu. Aujourd'hui, la ville est omniprésente et les terres sont chères pour installer la communauté. Je peux raconter un peu ce qu'a été notre processus, principalement. Comment pouvoir, de cette manière et à cette époque, et après toute une multitude de choses qui ont eu lieu, dans le but d'effacer, de changer, d'oublier nos coutumes, notre culture, nos savoirs, notre connaissance traditionnelle. Il y a d'autres peuples dans notre pays, d'autres communautés, d'autres cultures plus vivantes, qui n'ont pas été autant exterminées que nous, et qui ont pu conserver leur savoir, leur culture, leur territoire, leur langue, leur art, leur métier, leurs coutumes, leur vision et leur spiritualité. Cela nous a permis de rencontrer les Tretas de Putumayo, les Sionas, les Cofanes, les Ingas, les Kamsas, et de partager leur médecine, leurs conseils et leur savoir, mais aussi avec les anciens de l'Amazone, de partager le membe, une préparation à base de coca, avec eux, l'ambil, la palabra dulce de tabac et de coca, et rappeler et comprendre l'importance du territoire, de la vie, de la nature, de l'ordre, notre fonction comme être humain, et nous construire sur une histoire, une origine, une loi de la nature. Cette jeune communauté ouvre ses portes aux non-indigènes pour diffuser leur savoir. L'ancien, David Fernando, pratique un rituel de purification du corps et de l'esprit, notamment en soufflant du tabac en poudre dans les narines des visiteurs. L'histoire que nous vivons, nous l'avons déjà vécue. Aujourd'hui, nous reconstruisons une nouvelle histoire. C'est une histoire nouvelle que nous devons construire tous ensemble. Mais nous devons d'abord reconnaître et en avoir l'assurance absolue qui est ma mère, ma véritable mère, et qui est mon père. Pour nous, les Muiscas, il est évident que notre véritable mère est la terre, que notre père est l'esprit, qu'il y a un processus que nous ne connaissons pas, qu'il y a des mystères que nous ne connaissons pas non plus, mais que nous devons chercher peu à peu pour en comprendre une partie. C'est un moment où nous devons entendre cet appel, parce que la terre-mère, la mère nature, nous appelle, nous convoque et nous demande «
Mes enfants, pourquoi vous comportez-vous ainsi avec moi? Pourquoi ne m'aimez-vous pas alors que je vous donne vos aliments, vos vêtements, tout ce dont vous avez besoin? Pourquoi me maltraitez-vous? Pourquoi me violez-vous? Pourquoi me punissez-vous ainsi? Je suis malade, dit la terre-mère. Je suis malade. Je suis anémique. Mais je ne vous ai jamais abandonné et je ne vous abandonnerai jamais. Ethnie qui a tout perdu, à la récupération d'identité embryonnaire, la force du propos des Muiscas et le témoignage d'amour qu'ils portent à la nature laissent présager une grande richesse amérindienne dans leur territoire dédié. Pour comprendre, il paraît indispensable de les rejoindre, d'être, à notre tour, invisibles, parmi eux, et de leur céder la parole. La première étape sera la Sierra Nevada de Santa Marta, auprès des Cancuamos, puis des Wiwas, et dans le Cauca des Nassas. À la différence des Muiscas, tous les trois sont à un stade un peu plus avancé de leur récupération, faisant même de leur isolement le terrain fertile d'un retour à leurs racines. À notre arrivée chez les Cancuamos, avant de pouvoir filmer, il nous a fallu passer par un rituel pour être acceptés par la nature. Nous devions malaxer du coton entre nos doigts pendant que le chef spirituel, le Mamo, invoquait la terre-mère. Cela se dit « elle » avec la langue en haut. Tu ne peux pas dire « elle » avec la langue qui sort comme ça. Renforcer notre identité. Donc aujourd'hui, l'école est importante pour nous, les Cancuamos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'école nous permet de nous renforcer. Elle nous permet d'acquérir la connaissance de notre culture. Aujourd'hui, à l'école, nous voyons comment s'habillaient nos ancêtres. D'accord?
Nous voyons aussi comment ils jouaient des instruments de musique, comment était l'artisanat, comment ils semaient, comment ils cultivaient. Aujourd'hui, nous apprenons aussi de notre culture. Quel rôle joue la femme sur le territoire? Aujourd'hui, nous appelons notre territoire notre mère. Parce que dans la Sierra Nevada de Santa Marta, le territoire signifie la fertilité, il signifie la femme. N'est-ce pas, José? Et l'homme, c'est la force de la pensée aujourd'hui. La force, pour nous, c'est la complémentarité. Il y a une complémentarité. L'homme et la femme forment une seule quoi? Force. Une seule force. L'homme peut-il s'en sortir seul? Non. La femme peut-elle s'en sortir seule? Non. Qui peut? Les deux. L'homme et l'homme et la femme. Qu'est-ce que nous possédons? Ce que nous possédons dans notre territoire et aussi hors de notre territoire. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les peuples indigènes en Colombie ont été touchés de nombreuses façons. Et il est nécessaire que nous nous renforcions nous-mêmes pour pouvoir affronter toutes ces nuisances qui nous entourent. Pour ceux qui le savent, nous avons la mine tout près d'ici. De quelle manière cette mine affecte ce village? Les indigènes qui étaient là ont été expulsés. Voulons-nous être expulsés? Les Canquamos éprouvent des difficultés à récupérer leur identité. L'école est aujourd'hui le moyen principal de transmission culturelle et le seul gage d'un avenir fécond. Ils maintiennent et développent également des savoir-faire ancestraux, parfois perdus, pour assurer la pérennité économique du village. Parmi eux, il y a la production de panela, obtenue par extraction des sucs de canne avec l'aide d'un trapiche traditionnel. Comme vous pouvez voir, c'est le processus pour fabriquer la panela. Quand elle arrive là, il y a un autre processus, différent. Ça en est où? Ça arrive. On va s'y intéresser de plus près, pour que vous voyez.
Traditionnellement, nous l'appelons moco ici. Ailleurs, moco, c'est ce qui sort du nez. Mais ici, c'est différent. On sort un autre produit du même fond, la lavadura. C'est une eau de panela très spéciale, très bonne. Coman moco, coman moco. C'est un produit traditionnel depuis très longtemps. Nos grands-parents le faisaient aussi. Ils en vivaient aussi. Nous avons gardé ça comme une coutume traditionnelle des ancêtres. C'est donc notre façon de vivre, de survivre et de nourrir les enfants. C'est ce qui nous fait gagner de l'argent. C'est notre façon de subsister comme indigènes. On peut dire que c'est le produit le plus traditionnel. No, nene, no. Meurtris par les innombrables assassinats commis sur leurs maris et frères au cours des périodes les plus sombres de la Colombie, comme la violencia, une guerre civile, les femmes Cancuamos ont souhaité développer une entreprise de mochila, leur sac traditionnel, pour assurer une autonomie financière. Cependant, malgré cela, elles ne peuvent cacher leur inquiétude perpétuelle face à un avenir incertain.
À l'époque de la violencia, nous avons créé ça. Nous avons développé le sac en fibre de fique parce que c'est ce qui nous a aidés, nous autres les femmes, à nous en sortir. À l'époque de la violencia, nous avons créé une entreprise appelée Suarca qui associe les femmes de la communauté de tout le territoire. Nous avons fait ça pour amener les sacs sur les marchés, pour les vendre, pour faire vivre la famille. Moi, tout ce que j'aimerais laisser, c'est qu'on se souvienne de nous, les femmes, qu'ils nous prennent en compte et nous soutiennent. Parce que je sais que pendant la violencia, nous autres, les femmes, avons beaucoup souffert. On a perdu et tué nos frères. Nous avons été menacés. Nous avons beaucoup souffert parce que si on se met à raconter tout ça, je sais que pour certains, il n'y a pas de mots parce que ça a été très dur. Et aujourd'hui, on sourit et on parle, mais ce n'est pas pareil, car on a vécu quelque chose qui... Et aujourd'hui, sincèrement, en tant que femme, on a été discriminés. En tant qu'indigènes aussi, nous avons été discriminés pour vivre sur le territoire. Mais grâce à la mère et à notre père qui nous ont donné cette force pour vivre sur le territoire. Depuis le village Kankuamo, étouffé par la chaleur, secoué dans cette voiture sans siège, nous sommes informés de la présence à proximité de l'ELN, groupe armé marxiste-léniniste ayant déclaré une grève armée. Par chance, les indigènes qui nous transportaient connaissaient parfaitement les chemins non inscrits sur les cartes et nous sommes arrivés dans le prochain village. Au pied des montagnes, en plein cœur de cette zone sacrée que les indigènes nomment Linea Negra, là où le vent couvre nos voies, où la végétation clairsemée laisse place au sable et où l'ombre se raréfie, là, un groupe indigène, appartenant à la famille des Wiwas, a entamé depuis 7 ans la reconstruction d'un village. Encore peu nombreux, ils ont la volonté de construire une communauté profondément traditionnelle. Quand je suis arrivé dans cette communauté, ils étaient tous vêtus de blanc. Moi, j'étais en civil. Je ne pensais même pas comme un Wiwa. Je pensais comme une personne extérieure. Mais nous avons construit ce village ici. Nous avons commencé à parler avec les anciens.
Beaucoup de jeunes comme moi qui sont arrivés ici renforcent aujourd'hui la culture. Elle nous appartient. Nous vivons dans notre communauté avec toute sa richesse culturelle. Quand nous sommes arrivés ici pour la première fois, tout était différent. Aujourd'hui, nous sommes mieux organisés. Si tu n'apprends pas par toi-même, tu ne peux pas communiquer avec la nature. Mais quand tu apprends, tu peux communiquer avec toute la nature. Nous avons appris de nos anciens. Froids et distants, les Wiwas ne comprenaient pas pourquoi nous voulions être avec eux et les filmer dans leur quotidien. La majorité ne semblait même pas avoir le droit de nous parler, et encore moins les femmes, enfermées dans leurs maisons de bois, de terre et de paille. Il est important d'ajouter que cette communauté, appelée Sanani, a approximativement 7 ou 8 ans. Nous avons aussi été victimes de nombreuses personnes. En arrivant à la Linéa Negra, c'est le territoire spirituel du peuple de la Sierra. Jusqu'à la plage, c'est un territoire. Nous cherchons une solution pour notre territoire. Beaucoup de gens, beaucoup d'anthropologues, d'études ont dit que les indigènes étaient nomades. Mais les anciens, les sages leur auraient dit que nous ne sommes pas des nomades, mais des connaisseurs de notre territoire. Cela ne veut pas dire que nous sommes nomades. Les anciens disaient, les nomades, ce sont ceux qui sont venus d'autres pays pour coloniser. Parce que nous restons sur notre territoire. De la même manière, nous avons été victimes de l'incendie de ce village de Sanani, où il y avait 45 communautés au total. Ils ont détruit la communauté. Ici, c'est un peuple frontalier qui s'est construit en pensant qu'il irait jusqu'à la mer. Et c'est l'idée que nous avons en tant que chefs ancestraux de notre territoire. Les Wiwas ne quittent jamais leur outil en bois. Pratique la plus visible, il s'agit d'un poporo, tenu entre les mains de chaque homme, une fois la puberté engagée, pour s'assurer une connexion permanente avec la terre-mère. Ce récipient contient de la poudre de coquillage. Les indigènes mâchent la feuille de coca, puis, avec le bâtonnet, récupèrent la poudre qu'ils mettent avec la coca dans la bouche, entraînant une réaction chimique de calcium qu'ils étalent sur le poporo. Le calcium durcit et crée ainsi cette couche jaunâtre.
Comme toutes les communautés indigènes de la Sierra Nevada, les Wiwas s'organisent autour d'un guide spirituel, appelé le Mamo. Garant des équilibres naturels, choisi parmi les garçons et formé par les anciens, dès l'âge de 8 ans, il dirige les cérémonies et méditations de la communauté. Il est vêtu de blanc, avec un chapeau en forme conique représentant les pics enneigés de la Sierra Nevada. Dans la langue du petit frère, je m'appelle Antonio Pinto Gil. Mais dans ma langue, je m'appelle Bunkwa Jemaku. J'ai été nommé ainsi pour aider toute la nature, les planètes et le soleil. Cela touche tous les indigènes qui vivent dans la Sierra. Nous avons été mis là pour protéger le cœur du monde. Nous avons pour mission de protéger les lagunes, les plantes, c'est-à-dire toute la nature. Dieu nous a laissé des sites sacrés qui s'appellent Yoingega, Yoemake. Ces sites sont la base de notre existence. À cause de la violence, nous avons abandonné ces sites. Avec cette action, ils ont tué les esprits de ces sites sacrés. Nous quittons la Sierra Nevada de Santa Marta pour rejoindre un village de montagne du peuple Nasa, dans le Cauca, le sud du pays. Les Nassas disposent d'une reconnaissance nationale forte. Ils ont su, dès le XVIIIe siècle, composer avec l'occupant espagnol en négociant un droit à l'autonomie et une reconnaissance de leur territoire. Pourtant, en dépit de cet accord, le pouvoir colombien a cherché à récupérer ces terres
riches en ressources, causant ainsi la mort de plusieurs de leurs leaders politiques. Peuple fort et résistant, les Nassas du village Itaïbé et leur chef, Omaira Quilque, sont l'illustration d'un équilibre subtil trouvé entre la perpétuité d'une tradition et l'acceptation d'un mode de vie parfois contraire. Le maire, aussi appelé ancien, entreprend un rituel de purification du corps et de l'esprit de jeunes sélectionnés, parfois dès l'âge de 12 ans, pour devenir des gardes indigènes, ou police indigène, avec statut d'agent de police. Fortement incités par le gouvernement, nous pouvant assurer leur sécurité face aux groupes armés et narcotrafiquants, les indigènes forment une police en accord avec leurs traditions non violentes et sans armes, et donc incapables de faire face aux menaces. Ce bâton que nous avons là est un symbole pour qu'il n'ait pas de machette, de pistolet, d'armes, mais ça, le symbole même du bois. Le symbole que nous avons demandé à la mère nature et nous donne la force comme un bourdon pour nous affirmer. Et puis, si nous glissons, nous pouvons nous retenir pour ne pas tomber. Nous allons donc prendre soin de ces éléments. Nous allons sanctifier ces 4 éléments. Aujourd'hui, justement, nous sommes ici à cet endroit spirituel pour demander à nos esprits
aux esprits de la terre-mère de donner beaucoup de force pour suivre ce chemin, non seulement éducatif, mais aussi structurel, culturel, politique, économique. Les jeunes qui sont là aujourd'hui font partie des défenseurs de la terre-mère, de la garde indigène. Ils sont entre 25 et 30 étudiants, du plus petit au plus grand. Parce que c'est là que nous créons la connaissance traditionnelle et qu'ils apprennent cette orientation que donnent les anciens de continuer d'apporter. Et aujourd'hui, nous faisons ce rituel d'harmonisation qui équilibre les énergies. Nous sommes donc avec toute la force spirituelle de ce site, qui est très importante. Et l'ancien l'a indiqué, avec beaucoup de désir, avec un esprit positif. Nous profitons et nous participons à ce grand rituel qui nous sert beaucoup et qui va nous ouvrir ce chemin que nous voulons en tant qu'étudiants, un processus éducatif, structurel et politique. À la vue des montagnes sacrées du peuple Nasa, à proximité directe du village, exhibant fièrement les marques du christianisme, nous nous questionnons sur l'adéquation possible entre la spiritualité amérindienne et la religion chrétienne imposée, il y a maintenant 520 ans. Nous arrivons ici à cette croix, symbole du calvaire. Nous venons demander la force, prendre les mauvaises énergies de nos ennemis et du gouvernement aussi. Que Dieu les bénisse et qu'il nous donne la force, qu'il donne une bonne vie à tous les indigènes ou aux autres cultures. Nous le demandons pour tous, sans discriminer personne. C'est un site sacré des catholiques. « 1492, quand la culture espagnole arrive, jusqu'ici, elle tente de rompre avec ce schéma, en disant « Ne croyez plus à l'enchantement, aux esprits, ne croyez plus à l'eau, ne croyez plus aux principes de la vie, croyez en la Bible, la parole de Dieu. Croyez à la croix, à la part chrétienne, et il y a alors une rupture, une crise très forte chez le peuple Nasa. Parce que certains disent oui et d'autres disent non. Que disent la culture européenne ou la culture espagnole? Si vous ne croyez pas en la Bible, si vous ne croyez pas au christianisme, alors vous mourrez. Il coupait la tête avec une épée. Beaucoup de gens, pour ne pas mourir, ne pas se faire couper la tête, disent « D'accord, je crois en la Bible, je crois au christianisme, mais la nuit, je fais mes rituels. » La maison des cérémonies, pour les Nasas, est le lieu de tous les événements sacrés. Nous avons assisté à un certain nombre de danses, notamment en signe de bienvenue, et subi plusieurs rituels, dont une purification, à la manière de la formation des gardes indigènes.
Les terres fertiles et riches en ressources de ces trois peuples ont très tôt attiré les convoitises espagnoles, entraînant une perte prématurée de leur mode de vie. Depuis, la reconstruction est un combat quotidien. Derrière une apparente gaieté, Cancuamos, Huihuas et Nassas laissent transparaître une ambivalence entre la volonté de communiquer au monde leurs combats et leurs douleurs et une grande pudeur, témoignage de peuples meurtris par les fantômes du passé. Dans cette quête des oubliés, des invisibles, certains peuples indigènes, comme les Wayuu et Amberas, mènent un combat derrière la reconstruction de leur identité, celui de la survie face à une terre aride et pauvre. Les uns, peuples du désert, dans la péninsule de la Guajira, et les autres au cœur du Choco, où la majorité vit dans une grande pauvreté. L'organisation du peuple Wayuu est pyramidale. Il y a un chef pour toutes les communautés. Ce dernier, étant malade et hospitalisé au moment du tournage, nous n'avons pu obtenir l'autorisation de pénétrer dans un village. Nous sommes donc partis non loin du Cabo de la Vela, à la rencontre des Wayuu vivant hors des communautés, pour comprendre leur culture. Mais ces Wayuu la connaissent peu, tant l'histoire commune se perd, à mesure que les liens se détissent. Seuls certains contes et légendes résistent et cristallisent le quotidien de ces familles, loin des communautés, esselées dans cette immensité aride de dunes, de mirages et de chaleur. Il y avait 2 hommes et leur mère, et on souffrait de la soif ici. Et la femme partit à la recherche d'eau près de la mer. Dans une montagne, près de la plage, à un endroit qui s'appelle Lijo. Il y avait une petite source d'eau, une source souterraine. Elle creusa et réussit à faire sortir des gouttes d'eau. Elle y passa toute la journée. On souffrait de la soif. Il n'y avait d'eau nulle part. Et la femme puisa cette eau. Il se demandait où est la femme, et elle avait un gros chien de cette taille. Les fils demandaient à leur mère où est-ce qu'elle trouvait cette eau pour boire.
Ils partirent en cachette pour Kamanchi et écoutaient le bruit qu'elle faisait. Ils se demandaient où était leur mère. Ils parvinrent à entendre le bruit des pierres qui s'entrechoquaient au milieu de la brise. Si les fils n'étaient pas arrivés, la femme aurait creusé une grosse crevasse dans la montagne. C'est ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas trouvé leur mère. L'un d'eux dit alors « Allons la chercher ». Et ils partirent à sa recherche. La femme avait creusé une grosse crevasse dans la montagne, grosse comme ça. Elle était en train de casser la montagne en deux. C'est pour cela que nous avons cette lagune. Pour l'eau douce, pas pour la mer. C'était pour rafraîchir la terre. La femme prit peur en les voyant. Elle se transforma en pierre, ainsi que le chien et ses fils. Tout devint magique lorsqu'ils la trouvèrent. Il n'y avait pas de pluie ici. S'ils ne l'avaient pas trouvée, nous n'aurions pas pu survivre. Là-bas, c'est un endroit pour l'eau. Et maintenant, il n'y a plus que du sel. C'est le conte d'un Wayuu. Ce sont des contes des anciens. Ces Wayuu loin de tout, accablés par ce soleil ployant toute âme qui vive, José Angel Oriana en fait partie. Il est berger comme son père avant lui et vit avec sa femme et ses enfants dans cette ferme. S'ils se nourrissent essentiellement de leur production, ils souffrent quotidiennement d'un manque de vivres et d'eau. Nous faisons de l'élevage depuis longtemps ici. Nous nous levons à l'aube pour faire ce travail.
Il y avait beaucoup de brebis ici. Vous pouvez voir les endroits où elles passaient. Je crois que ma grand-mère avait plus de 600 bêtes. J'ai toujours vécu avec la grand-mère de Remedios. J'étais avec elle. C'était ma vie jusqu'à ce qu'elle meure. Avant, je donnais à boire aux ânes. C'était ce que je faisais quand j'étais avec eux. J'ai toujours été avec eux, depuis que ma mère m'a confié quand j'étais petit. Parce que ma mère était parente avec eux. Et ils m'ont laissé là. Ils m'ont dit, occupe-toi de ces potagers, de cette eau, occupe-toi de tout. Ici, nous avons connu la soif. La soif et la faim ensemble avec les animaux. Voilà ce qui est arrivé aux animaux ici. C'est la seule chose qui nous soit arrivée. Maintenant, nous allons bien parce qu'il y a eu la pluie. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la pluie. Si la pluie arrive, il y a des animaux en abondance. À la suite de ça, nous prenons la chicha. Les gens vont à Jaguay. Ils y vont avec leur bidon. Tous les Wayuu d'ici vont là-bas pour l'eau. Ce territoire sans ressources est également le théâtre d'un combat féroce entre un gouvernement colombien désireux de déloger les Wayuu à coups de coupures électriques pour y développer des stations balnéaires et ses habitants prêts à résister jusqu'à la mort, selon leur dire.
Nous quittons la Guajira pour aller loin, très loin, dans le Choco, département le plus dangereux de Colombie, où il nous a fallu plus d'1 jour de pirogue pour rejoindre le village de Puerto Antioquia. Ici, la Colombie nous montre ce visage invisible. Dans ce lieu sauvage, de jungle et d'eau, sans électricité ni route, où chaque pas peut être un danger, les Amberas n'ont jamais cessé d'être. Leur vie, ils la mènent, en communauté, sans interférence extérieure, et en totale autosuffisance. À Puerto Antioquia, le temps qui passe ne semble jamais rien perturber. Arcesio de Guirama est le seul ancien du village. Pilier d'une époque révolue, il représente, aux yeux de tous, l'unique témoin de leur passé. Avant, nous vivions tous dans une seule maison, parce qu'il n'y avait pas de village ou de hameau. Il n'y avait rien. Les familles vivaient dans une même maison, 3 ou 4 familles dans une seule maison. Et nous partagions la nourriture. Si une personne passait près de la maison, nous l'invitions à déjeuner, à goûter, ou à manger et à boire. Nous étions heureux, car on invitait quelqu'un dans la maison. N'importe quel aliment restant nous convenait. Lorsqu'il y avait à boire et à manger, tout le monde travaillait de concert. Nous invitions les plus proches et on préparait ça ensemble. Arroser le maïs, semer du riz, planter des bananiers, etc. Ensuite, quand le travail commun était fini, nous invitions tout le monde à partager la boisson et la nourriture. On partageait tout dans un seul plat, toute la nourriture, parce que les familles étaient unies. Avant, ce n'était pas comme maintenant, c'était très différent. Il n'y avait aucun problème, ni violence.
ni danger. Nous pouvions nous balader sur un autre territoire. Il n'y avait pas de problème. Et plus tard, nous nous sommes unis et le hameau s'est transformé en village. Avant, il n'y avait pas de village dans une communauté. Un gros hameau, c'était seulement une maison. C'est ce que j'ai vu. Avant, nous vivions tranquillement, ensemble, sans problème. C'était comme cela quand j'étais jeune. Entre effrayant et pantelant, les Amberas ici nous démunissent. Aussi beaux qu'avares en sourire, ils nous regardaient, sans cesse, parfois avec inquiétude et parfois avec jeu. Mais nous restions des envahisseurs, venus briser leur équilibre et leur sérénité. Les Amberas se singularisent à bien des égards des autres groupes indigènes. Et parmi leurs signes distinctifs, le tatouage fait figure de tradition centrale et ancienne. Ils appliquent sur leur corps un langage à part entière, émanant du jus d'un fruit, nommé jagua, pour appuyer les cérémonies et fêtes d'aujourd'hui et les guerres d'hier. Toujours liés à une intention, les tatouages sont renouvelés en fonction des événements. La peinture sur une jeune fille de 15 ans viendra ainsi indiquer au reste de la communauté qu'elle peut être mariée. Ici, la peinture en cours signifie que cette femme est enceinte. Chez les Amberas, les couples, et donc enfants, ne se créent qu'avec sa propre ethnie. Celui ou celle qui ne le respecte pas peut être tué ou accroché par la cheville et exposé sur la place publique le temps de sa peine, qui peut durer toute sa vie.
Je travaille avec mon mari. Nous travaillons ensemble pour élever nos enfants. Mon mari cherche la nourriture pour la maison. Nous cultivons le roseau, la banane, Je ne suis pas d'ici. Je suis d'un autre village, mais mon mari est d'ici, de ce hameau. Je me suis adaptée parce que j'ai une famille. Nous nous occupons tout le temps de notre ferme pour que les cultures ne meurent pas. Nous vivons suivant les coutumes et la culture Ambera. Regardez comme nos grands-parents chantent bien. Nos ancêtres nous apprenaient à chanter. Et nous avons cette coutume de vivre dans l'harmonie du chant. Et cette culture de la danse, parce que nos ancêtres vivaient ainsi. Autrefois, nos ancêtres conservaient leur culture dans leur village en montrant leur peuple et leurs coutumes. Nous ne sommes pas une autre race. Nous ne sommes ni blancs ni noirs, nous sommes Amberas. Nous avons une culture très différente de celle des autres ethnies. C'est pour cela que nous conservons notre culture et nos traditions. Nous avons aussi construit notre maison, notre propre maison. Pour vivre en famille. C'est cela la culture dans notre village.
Tout nous séparait des Amberas. C'est pourquoi nous aimions les regarder et les filmer sans cesse. Nous avions donc peu de temps libre, que nous consacrions essentiellement à la toilette dans le fleuve. Cette toilette était un moment incroyable pour eux. Bronzés habillés, nous redevenions des blancs sans nos t-shirts et pantalons. Et ils ne pouvaient s'y faire. Durant le bain, ils venaient nombreux pour nous regarder et se moquer, provoquant des moments mêlant l'étrange et le rire. Comme dans la plupart des zones indigènes, nous étions en danger. Et particulièrement dans le Choco, qui correspond à un des fiefs du groupe armé ELN. Au cours du tournage, ils ont eu vent de notre présence. Réveillés en pleine nuit par des Amberas en panique, nous annonçant la venue de l'ELN pour nous trouver, nous avons quitté précipitamment le village en pirogue. D'abord déroutant, intrigant, puis attachant et éprenant, Muiscas, Canquamos, Wiwas, Nassas, Wayuu et Amberas surprennent par la richesse et la diversité de leur culture. Ils reflètent une douleur éprouvée durant des siècles et ce combat qui leur est commun. Sur fond de paysages à couper le souffle, les indigènes ouvrent leur cœur au monde et prouvent que la conception de la vie humaine sur Terre peut avoir plusieurs significations. Bien qu'imparfait, ce laboratoire de vie que proposent les indigènes à la Colombie peut être la clé de voûte d'un avenir de respect et d'harmonie.